On discutait avant la pause, Karima, avec Caroline Dubé, qui est candidate du Bloc québécois dans Chicoutimi-Le-Fjord. Élection partielle le 31 août. Il y en aura 3. Une au Nouveau-Brunswick, une au Québec, une en Ontario. Elle se défendait bien, je dois le dire. Elle se défendait bien. Par contre, c'est sûr qu'on sent quand même la difficulté pour le Bloc québécois à faire valoir la pertinence du parti dans des temps de crise comme ça. Je reste un peu accroché à une phrase qu'elle nous a dite. On est tout aussi pertinent qu'on l'était. C'est sûr que cette phrase-là est fausse parce que il y a eu des moments dans l'histoire où le Bloc québécois avait une vraie importance qui s'incarnait en elle-même. On n'avait même pas à la justifier. Personne ne demandait au Bloc pourquoi vous existez, alors que depuis quelques années, c'est une question qui se pose. Et à partir du moment que le chef dit, écoutez, nous, on est ici pour collaborer, on a un contact direct avec le premier ministre, bien là, c'est parce que le problème, c'est pas le contact le problème, mais c'est l'idée de collaborer. Si tu collabores, t'es pas un parti d'opposition. Mm-hmm. Change ton titre, là. T'es un parti de collaboration. T'es une formation adjointe, t'es une formation amie, t'es pas un parti d'opposition. Et c'est le vrai titre que le Bloc a, là. Au même titre, le NPD, c'est des groupes d'opposition. Et je suis pas de mauvaise foi, là. Si un parti veut collaborer de façon isolée, une fois ou une autre, OK, mais ça peut pas faire partie de ta philosophie, même dans des temps de crise. À ce moment-là, tu présentes pas de candidat. Tu dis, écoutez, on n'a pas en ce moment de pertinence, puis quand on va en avoir une, on va revenir à la charge. Ça serait inhabituel. Mais le problème, c'est que le Bloc québécois, c'est pas non plus une institution qui doit se défendre même quand elle n'est pas pertinente. C'est un parti. Si t'es pertinent, tu présentes des candidats. Si t'es pas pertinent, ben t'en présentes pas. Mais moi, je pense que c'est le phénomène un petit peu là, au fil des années. Il y a peut-être une forme d'endormissement, mais c'est pas... puis comme je te dis, ce n'est pas en lien avec la qualité des individus ou quoi que ce soit. Moi, je pense que le Bloc peut avoir une grande pertinence dans un contexte, par exemple, imagine là, que c'est un parti souverainiste, par exemple, le Parti québécois, et on entre dans un cycle référendaire. Là, je pense que le Bloc peut être extrêmement pertinent où on additionne les forces et finalement, tu es à Ottawa puis tu dis, regardez, nous, on est dans une démarche pour que le Québec soit un pays, tout ça. Donc, on va effectivement dans cet esprit de confrontation. Je pense que si on est dans un ronronnement, puis on s'est habitué, puis là, on devient des espèces de, je sais pas, des un peu accommodant à outrance, tu ne joues pas ton rôle. C'est un parti, comme tu as dit, d'opposition. C'est un parti qui est souverainiste. C'est un parti qui, à la base, selon moi, là, ne devrait pas accepter de la prémisse de base que, finalement, le régime fédéral est là. D'ailleurs, ils le font. Là. Ils n'acceptent pas ça, mais c'est-à-dire qu'ils ont quand même cet esprit de conciliation. Je comprends que dans la réalité, c'est plus complexe, puis il y a des projets de loi à faire passer. Tu dis, OK, ça, c'est-tu bon pour le Québec? C'est pas bon pour le Québec? Fait que ça, j'entends ça. Mais si tu es déjà dans un esprit où tu dis, non, le régime fédéral fait du mal au Québec, fait du mal à la francophonie, c'est pas quelque chose qui fait en sorte qu'on peut avoir notre pleine émancipation. Donc, nous, on va avoir beaucoup d'imagination. Un peu comme Trump a beaucoup d'imagination là, pour trouver dans les lois. Écoute, on peut critiquer comme on veut à outrance, là, mais quand tu vas chercher des lois de 1930 puis de je sais pas trop quoi pour essayer d'avancer des projets, je te dis peut-être que nous, on devrait être un peu plus imaginatifs. Et bien sûr, dans les règles de l'art, mais c'est-à-dire être créatif pour dire, regardez, là, on a la démonstration que ça nous fait du mal comme régime pour le Québec. Donc, on va travailler encore plus fort pour démontrer que ce régime-là n'est pas souhaitable pour le Québec. Donc, je trouve que là-dessus, il peut véritablement avoir une pertinence. Et aussi, si on est dans un cycle référendaire, on veut des forces à Ottawa qui vont dire, OK, on va aller aussi s'assurer qu'on est dans cette démarche-là pour le Québec. Attends une minute, mais moi, je suis complètement désaccord avec toi. C'est drôle parce que ce scénario-là est très possible, là, est très plausible. Si le Parti québécois prend le pouvoir dans quelques mois, on va avoir donc un parti, et là, on va utiliser les vrais mots, là, dont la mission va être de briser le Canada. C'est faire un pays souverain à côté du Canada, ça s'appelle briser un autre pays. C'est ce non, que mais c'est. Ça, c'est oui, mais ça, cette rhétorique, juste briser le pays. C'est un fait. Mais en fait, je trouve que c'est la rhétorique souvent des fédéralistes, ils veulent briser le pays. Non, on veut construire un nouveau pays. Oui, mais je l'ai dit. Sauf que, mais d'accord. Sauf que qu'est-ce qui arrive avec ce petit morceau-là du Canada? C'est pas un bris. C'est pas comme quand tu échappes un espèce de vase à terre et qu'il manque un truc, puis que l'autre morceau fait un vase en soi. Ça serait un bris du point de vue du Canada. Et si le Bloc est à Ottawa pendant ce temps-là pour faire fonctionner le Canada,
Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, ça devrait être dans la... Oui, mais ça, c'est s'ils sont là-bas pour faire fonctionner le Canada. Ben, c'est leur rôle. S'ils sont là-bas pour faire fonctionner le Québec, exemple, il y aurait des négociations. Il y a des choses qui se passent, évidemment, des négociations en termes commerciaux, en termes... il faut... Un peu comme, tu sais, pour le Brexit, par exemple. Un des freins, en fait, et même il y a plusieurs éléments qui font en sorte aussi que le Brexit a été... assez un peu chaotique par la suite des choses, c'est qu'il y avait aussi une résistance à l'interne. Quand tu dois finalement dire, OK, on procède, là, les gens ont voté, on procède, si tu as des résistances à l'interne qui font en sorte que ça se passe mal, ça va se passer mal aussi. Il n'y a pas que ça, mais c'est la même chose ici. Moi, je pense que si on était dans cette logique, on est dans des scénarios assez hypothétiques, là, on s'entend, mais quand même, que finalement, les gens, on est dans un contexte référendaire. Les gens votent. Puis finalement, c'est le oui qui l'emporte. Il va y avoir des négociations. Il faut que il y aura toutes sortes de choses à ajuster. Bien, il faut que ce soit solide puis que la machine embarque aussi. Parce que la résistance peut faire en sorte que tu peux faire capoter le processus. Mais t'espères quand même que le rôle du Bloc se transforme. Bien, absolument. Ben, d'accord, absolument, parce que si le Parti québécois prend le pouvoir... Mais c'est contextuel aussi. Oui, mais avant qu'il tienne un référendum, il va faire adopter des lois. Il va essayer d'aller chercher, j'imagine, quelque chose à Ottawa. Ça va lui être refusé. Et le Bloc, pendant ce moment-là, va espérer être capable... Tu sais, le Bloc, des fois, il se vante d'être allé chercher un gain. Mais c'est contraire à l'esprit d'indépendance. Quand tu veux faire l'indépendance, tu veux pas faire des gains, tu veux sortir du pays. Il y a un vrai double discours qui risque de s'installer, à moins, comme tu le dis, que le Bloc change son rôle, se transforme. Sauf qu'il n'a jamais été aussi collaboratif avec le pouvoir à Ottawa. Donc, ça serait quand même le jour et la nuit, là. Ça serait... On passe d'un moment où on dit, OK, on a le numéro de Carney, on l'appelle, on est là, hey, on est là, puis on peut se parler, haha, on se texte, un bon bonhomme, chumé, à, écoute, on brise le Canada. C'est ça que c'est. Moi, Nick Payne est avec nous. Salut, oui, Nick. salut les deux. T'as pas prévu qu'on parle de ça, mais qu'est-ce que t'en dis? Parce qu'on parlait avec la candidate du Bloc dans Chicoutimi-Millefleurs. Vous l'avez un peu prise par surprise avec ça. Hein? Je trouvais qu'elle était un peu sur la défensive, sachant pas trop quoi répondre. Le Bloc, c'est devenu une police d'assurance. C'est un parti qui s'est institutionnalisé, qui s'est normalisé. Il fait partie du parlementarisme canadien aujourd'hui, puis il fait marcher le Canada, effectivement, dans l'esprit de défendre les intérêts du Québec, pour ce que ça veut dire, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord, surtout au Québec non plus. Donc, il faut que, en plus que le Bloc choisisse une famille politique, souvent plutôt que d'autres, à l'intérieur même du Québec. Il est devenu, donc, un rouage canadien et, dans le meilleur des cas, il ne nuit pas à la cause de l'indépendance du Québec, là, mais souvent, en fait, il devient son adversaire parce qu'il offre à l'électeur québécois la possibilité de cette police d'assurance, de dire, bon, c'est pas parfait le Canada à mon goût, mais avec le Bloc, on va défendre nos intérêts. Et d'ailleurs, le chef du Bloc ou un tel ou tel autre député nous a démontré qu'on a fait un gain ici, un gain là. Parfois même, on fait des gains pour les retraités en Alberta ou je sais pas où, en Colombie-Britannique. Alors, c'est très nuancé, l'histoire du Bloc. Et si, Rémi, ton scénario advient que le Parti québécois est au pouvoir, ça va être compliqué, la relation avec les bloquistes, parce que ça fait maintenant des générations que des gens vont se présenter pour le Bloc à Ottawa dans l'idée d'être de bons députés fédéraux. Écoute, il y a des années où les députés bloquistes étaient les champions de la distribution des drapeaux du Canada. Ça a l'air invraisemblable, mais c'est pourtant arrivé. Alors, probablement beaucoup de monde là-dedans qui est pas nécessairement qui a le feu quelque part pour l'indépendance. Là. Mais non, mais c'est parce que c'est juste logique. Si vous êtes un citoyen, puis que vous avez un député fédéral qui est au Bloc, puis que vous allez dans son bureau de circonscription, puis que vous lui dites « Hey, j'ai un problème, peux-tu le régler? » Ben Ce député-là, il a tout intérêt à le régler, le problème. Tout sauf que pendant ce temps-là, à Québec, tu as des députés à Québec péquistes qui disent « Ça marche pas, le Canada. » Fait que ça marche pas, cette affaire-là. Non, mais non, ça marche pas. C'est comme deux bandes qui jouent pas à même tour en même temps. C'est parce que se présenter à Ottawa comme indépendantiste, c'est comme être, je sais pas moi, dans les Weight Watchers puis travailler chez McDo. Tu comprends? C'est comme... c'est un peu se joindre à l'appareil que tu es supposé vouloir combattre. Alors, c'est complexe. Et puis, attention, hein, moi, je dis pas que le Bloc ne sert à rien. Au contraire, d'ailleurs, il n'y a pas de parti qu'on élit qui sert à rien. Les députés ont un travail à faire, puis dans ce cas-ci, ceux du Bloc le font très bien. Tout ce que je dis, c'est que il y a une distorsion entre ce que le Bloc fait vraiment et l'étiquette souverainiste qu'il porte. Oui, mais d'où le fait de l'agenda aussi, puis s'il y a un nouveau cycle
Je pense que là, ça va être aussi eux à se poser la question, OK, comment on agit là-dessus? S'il y a des forces souverainistes qui sont là-bas, ben c'est à eux aussi de faire la part des choses à ce moment-là. Devoir retrouver... Et de rappeler pourquoi ça avait été créé. Oui, ça va on allait au retrouver même le moteur, endroit. en fait. Le rôle d'origine était Oui. d'occuper de l'espace puis d'accaparer des ressources pour aider la cause, alors que Jacques Parizeau allait faire un référendum. Mais ça a duré 3 semaines. Ça a duré 1 mois. Pendant tout le reste de son existence, le Bloc s'est occupé à se trouver une mission autre que celle-là. Et aujourd'hui, il est très, très, très installé dans cette mission-là. Qui, je le répète, est utile. Là. Moi, je conteste pas ça. Je dis pas que ça sert à rien puis qu'il faut pas voter pour le Bloc. Hey, parle-nous de cette... J'y croyais pas. Je pensais que c'était une fake news, cette histoire-là. C'est une chanteuse qui demande, ça se passe en Europe, aux hommes blancs de s'en aller au fond de la salle. Donc, elle dit ça parce qu'elle veut que les femmes et les queers et les LGBT s'avancent. Et les racisés. Et les racisés puissent aller en avant. Et elle dit aux hommes blancs, ça va faire... C'est plus votre temps à aller au... C'est quoi cette histoire-là? Ça nous prend un safe space, hein? C'est ça l'idée. C'est que pour que les gens qui vont dans des spectacles et souvent ne se sentent pas en sécurité, pour une fois, se sentent en sécurité. Elle inclut là-dedans les personnes racisées. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Cette chanteuse s'appelle Sophie Straat. C'est une chanteuse néerlandaise. On parlait l'autre jour des peuples et des pays qui consomment beaucoup de leur propre musique. Là-bas, c'est le cas. Hein? Marché d'environ 18 millions de personnes, 70% de consommation de musique en néerlandais. Wow. J'ai écouté Sophie Straat, c'est super intéressant, c'est de la belle musique, bien faite. Alors ensuite, il faut voir d'où elle vient. C'est une fille de bonne famille qui a étudié en photographie documentaire et puis qui fait des sorties sur la mixité sociale et le transport collectif. Vous voyez un peu le portrait, plutôt petit bourgeois, très à gauche. Et elle fait ça, c'est pas la première fois qu'elle le faisait. Elle le faisait là, à Gand, en Belgique, tout récemment, mais elle l'a fait précédemment aussi ailleurs. Donc, elle demande le méchant homme blanc de s'en aller au fond de la salle pour laisser les queers et les racisés en paix à l'avant de la salle pour qu'ils puissent danser ensemble sans se faire agresser par l'homme blanc. C'est ça, dans le fond, hein, la question. Alors, il y a 2 choses là-dedans. C'est l'incarnation, c'est la caricature, l'illustration même de tout ce qui fait que là, commence à y avoir ce qu'on appelle maintenant du masculinisme et des jeunes hommes souvent qui sont un peu fatigués de tout le temps être les raclures de la société, être pointés du doigt et qui réagissent, qui se révoltent. Cette gauche-là nourrit ça à l'évidence. Puis là, on le voit ici, c'est caricatural, mais en même temps, quel geste déplacé. Là, on ne demande pas. Alors, ça en est de la discrimination. Même si c'est du divertissement, du spectacle, de la discrimination fondée sur le sexe et la couleur de la peau. Oui, c'est tout à fait particulier. Et moi, vous le savez, on en a déjà parlé, je ne nie pas que les hommes portent l'essentiel des problèmes de violence et des violences faites aux femmes là, dans la société. Je le reconnais, puis je pense qu'il faut que c'est correct qu'on travaille à les civiliser, à harnacher leur énergie vers quelque chose de mieux que ces comportements-là. Une fois que j'ai dit ça, il reste que c'est une toute petite minorité d'hommes qui posent ces gestes-là, et pour la plupart de ceux qui étaient probablement dans la salle ce jour-là, ils n'avaient pas l'intention de plotter je sais pas qui, puis de tripoter, puis de commettre des agressions. Et c'est d'autant plus ridicule, cette affaire, qu'il faut rappeler que la Belgique est aux prises avec des problèmes importants, des problèmes sociaux liés au fort courant migratoire. Les personnes dites racisées sont surreprésentées par un facteur de 2 dans toutes sortes de types de criminalité, dont les agressions sexuelles, viols et autres trucs comme ça. Et là, ce qu'elle est en train de dire, c'est « venez-vous-en tous en avant ». Ceux qui sont plus susceptibles de commettre des agressions et les femmes. Alors vois-tu comment des fois l'idéologie peut être complètement aveugle? Non, ce n'est pas créer un safe space. À la limite, c'est mettre des femmes en danger de faire ça. Là, évidemment, je grossis le trait. Je présume que la vaste majorité des hommes racisés qui étaient dans cette salle n'étaient pas dangereux ni violents, et même dans la société là-bas en général. Mais c'est quand même comique, cette espèce de cécité, de regard, de double standard. Hein? Quand vous êtes l'homme blanc, tous les mots pèsent sur vous, mais quand vous êtes l'homme racisé, tout est parfait, on vous inclut dans le safe space. Je trouve ça très particulier. Oui, c'est comme le préjugé favorable en toutes circonstances, effectivement, en fonction de la couleur de peau.
dans cette idée-là. Et tu mentionnais sur la Belgique, là, je regardais un article de La Dépêche qui parlait de ce sujet-là et on dit l'organisme antidiscrimination UNIA a comptabilisé près de 200 signalements après sa prestation, mais l'organisme dit qu'ils vont écarter toute qualification de discrimination. Ils disent oui, c'est les paroles, bien qu'elles soient polarisantes ou blessantes, je cite, relèvent d'une expression symbolique et artistique protégée par la liberté d'expression. Donc, dans ce cas-ci, c'est la liberté d'expression quand vous dites aux hommes blancs de se tasser, d'aller en arrière. Et imaginez juste si on avait dit tous les hommes noirs à l'arrière, tous les femmes ou les hommes de couleur ou à l'arrière. Je veux dire, là, mais là non. Quoi, mais Karima? ça aurait été une impossible parce que, le racisme anti-blanc, tu sais que c'est une construction de l'esprit, ça n'existe pas. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, dans quelle société on est en train de construire là-dedans aussi. Mais tu sais que je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Mm-hmm. Effectivement, que l'artiste décide de faire ça dans les salles où des gens ont payé un billet, mettez les hommes à droite, les autres ici, l'autre là. Moi, ça me va. Effectivement, je pense que ça s'inscrit... Si tu payé un billet pour être en avant... non, mais je sais, mais la prochaine fois, tu n'en achèteras pas. Hein, puis tu iras ailleurs, peut-être, si ça te dérange. Mais non, c'est de la discrimination en partant. Oui, mais ça s'inscrit dans... Ça me va, moi, ça me scandalise pas. Mais est-ce qu'on aurait la même mensuétude si un homme blanc sur scène avait demandé aux femmes de s'en aller en arrière? Sincèrement, je comprends pas quand tu dis ça me dérange pas. Tu me suis pas. Non, mais attends, mais quand on dit ridicule. tous les hommes blancs en arrière, ça te dérange pas. Dans le cadre d'un spectacle d'un artiste hyper progressiste où tout le monde arrive en ayant déjà fait son autoflagellation et je suis pécheur. Non, mais en même temps, c'est du racisme. Ah oui, c'est du racisme anti-blanc. Oui, je sais. Je suis désolée, je t'ai déjà dit que je suis apparemment que ça maximaliste. n'existe pas, mais oui, si on te discrimine sur ta couleur de la peau, si on présuppose que tu es un violeur, agresseur, patriarcal, que tu reposes ça, c'est de la discrimination. Moi, je le mettrais la ligne, parce que vraiment, on est dans une discussion, tu sais, effectivement, où ton point est bon, moi, je pense que le mien aussi. Est-ce que, moi, la ligne serait, je refuse de vendre des billets à des hommes blancs, tu sais. Là, vous ne rentrez pas dans la salle. Là, ça commence à bien faire. Maintenant, ensuite, dans le cadre d'un truc, c'était la fin d'une chanson là, qui était très militante. Mais si on pousse ton OK, les amis, on va faire un exercice, on va mettre les gars. OK, si on pousse ta logique comme ça, il y a un prof qui nous écoute aujourd'hui, là, qui nous écouterait, là, OK? Puis qui, je sais pas, il dirait, je vais essayer ça dans ma classe au cégep. Ouais. Ben, c'est-tu quoi, les hommes, levez-vous, asseyez-vous le dernier siège en avant. Ça passerait-tu? Alors, si c'est un exercice dans le cadre d'un cours de sociologie ou de psychologie, tu sais, un truc didactique, pédagogique, peu importe, ça me va. Mais si c'est le prof qui trouve que, historiquement, les hommes blancs ont été favorisés à l'école, donc je vais les assoir en arrière, là je marche plus du tout. Moi, j'aurais aimé ça, me faire dire par mon prof d'aller en arrière, j'aurais aimé ça. En effet. Tu te fais dire d'aller en avant, il mettait en avant, puis loin de la fenêtre. Mais moi, ce que je trouve spécial, c'est que, tu sais, si tu parles... Mettons Mme Stratt, là, si on l'avait en entrevue, puis je lui demandais, Mme Stratt, pouvez-vous me donner un exemple en 2026 de discrimination à l'endroit des personnes dites racisées, racialisées ou des gens issus de la communauté LGBTQ. Elle me sortirait des exemples, probablement, qui, selon elle, sont de l'ordre de la discrimination, mais il n'y aurait rien de plus discriminatoire que ce qu'elle impose aux hommes blancs dans son show. Sans doute. C'est parce que ça, c'est un cas gras, vulgaire, fort, spectaculaire de discrimination et il n'y a pas l'équivalent dans ce qu'il dénonce. Fait que c'est ça qui est frappant. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je fais seulement l'effort d'une solide remise en contexte. C'est un exercice artistique et au moment précis où elle le fait, peut-être. J'étais pas dans la salle. Mais je m'empêche pas de trouver ça bête comme... c'est ça. Elle peut faire ce qu'on appelle une performance, un peu comme les artistes de performance là, qui existent, puis ils font des trucs comme ça. Tu mets dans cette catégorie. Oui, c'est ça. Je sais pas quoi sur la un peu à la Marina Abramovic, là, je crois, celle qui s'autoflagelle, qui est une artiste de la performance. Mais je trouve oui, c'est ça. Je trouve qu'on en met quand même pas mal sur ce dos-là. Et je pense quand même à cette nouvelle génération ou à ceux qui ont des enfants aujourd'hui, là, des Canadiens, Français, des Québécois, peu importe, là, puis que leurs enfants, qu'est-ce que tu veux, ils sont nés comme ça, sont nés blancs et qui on leur dit sans cesse que finalement... Garçons. Oui, des garçons...
C'est les il y a ça garçons. aussi Non, mais c'est qu'on très oublie. mauvais pour eux parce Enfin. que comme il n'y a pas de discours alternatif à ça dans la sphère autorisée, bien vue, ils se tournent vers des hurluberlus qui font des Ben oui, podcasts. Et là, évidemment, c'est pas du meilleur. Homme blanc, patriarcal, violeur, agresseur, retourne dans ta voiture. Bye bye, c'est fini. Hey, je te poursuis.